C'est avec un énorme plaisir, mesdames et messieurs, que nous vous retrouvons pour un nouvel épisode de votre émission Mon patrimoine, ma richesse, sponsorisée par l'association Mewihonto. Aujourd'hui, nous vous emmenons au Bénin. Le Bénin est limité au nord par le fleuve Niger, au sud par l'océan Atlantique, à l'ouest par le Togo et à l'est par le Nigeria. C'est la terre du Vaudou. Concentrons-nous sur le département de la Liborie. Il est situé au nord-est du Bénin et est délimité par le Niger, le Nigeria et les départements de la Takora et du Borgou. Le chef-lieu est la ville de Kandi, mais vous avez aussi d'autres villes principales comme Malanville ou Banikwara. Dans le département de la Liborie, on rencontre principalement deux grandes aires culturelles, l'aire culturelle d'Indi et l'aire culturelle Bariba qui nous accueille aujourd'hui. Tout à fait. Nous avons eu l'immense privilège d'assister à des funérailles d'un authentique Batonou dans le village de Sori. Et ensuite, nous recevrons sur ce plateau M. Imoru Djibril, encore appelé Woru Yaru, qui viendra nous en dire un peu plus sur les pratiques des populations Bariba du Bénin et du Nigeria. Et enfin, nous allons conclure notre émission avec notre rubrique Curiosité culturelle, à travers laquelle nous allons vous présenter une description de l'art fond dans la ville d'Abomey. Mais avant tout ceci, nous vous emmenons à Sori. Allons assister aux funérailles d'un Bariba authentique. On l'appelle Batonkoro. Batonkoro veut dire quoi? Dans le mot bâton, déjà, vous avez le mot bâton. Koro, c'est un culte traditionnel, bâton, typiquement bâton. Et Koro, c'est le nom du culte. C'est un culte qui est d'origine des clans des chasseurs, des vrais chasseurs. C'est un culte, comme l'a dit, typiquement bâton, parce que tous ceux qui répondent aujourd'hui au nom de Batonou, Bariba, ne sont pas à l'origine des bâtons. Il s'agit des vrais bâtons typiques qui ont droit à ça. Donc on est en train de célébrer les dernières grandes cérémonies d'un vrai bâton qui est décédé il y a quelques mois. Et pour honorer sa mémoire, on organise cela. Pour montrer que c'est un vrai bâton qui est parti et qu'il a laissé un héritage digne de lui. Ce qui consiste à ce que des jeunes gens, des adultes, le soir totalement la nuit, sans chaussures, sans objet d'éclairage, il est nu, il doit pouvoir rentrer. Comme des éléphants. L'éléphant n'a pas d'interdit. L'éléphant passe partout et ils vont rentrer en brousse. Ils vont pouvoir arracher, comme l'éléphant, déraciner les arbres et les ramener ici. Mais avant de partir, il faut d'abord qu'ils s'échauffent un peu, comme on le dit. Vous avez pu voir des enfants, des jeunes, sont allés prendre des mèches de coton, imbibées de beurre de karité devant tout le monde. Puis on va les mettre dans la bouche. Ils ont un produit, là-bas des plantes naturelles pour maîtriser le feu. Voilà pourquoi ils peuvent avaler le feu sans que leurs lèvres ou la langue soient brûlées. Siou, ça veut dire éléphant. Siou Tim, le produit qui rend aussi fort que l'éléphant. Donc c'est ça.
que ces jeunes la prennent. Et ça leur donne une force particulière. Là, c'est comme s'ils incarnaient l'animal. Vous avez vu, même parfois, vous avez, ils prennent le sable, ce que les éléphants font avec leur trompe, ou bien avec leurs pattes. Voilà. Vous voyez les gestes là, c'est pour mimer un peu ce que font les éléphants. Ils sont un brin mourir. Bah, moi, bah oui, on a un bon ma au Giva, ma batina, un brin, un bon mourir. Ma gana be mourir now. C'est après avoir fait ça qu'il rentre en bourse. Et il ne doit pas utiliser un objet métallique. Donc la roue est interdite, le coupe est interdit, la hache est interdite. Il peut utiliser le bois ou une pierre, c'est tout. Tout ce qui est métallique est interdit, sinon ça n'a aucun sens. C'est pour montrer la bravoure, pour montrer certains secrets de ce peuple-là. Là, ils vont arracher les arbres. Ils peuvent rencontrer des serpents, quel que soit le type de serpent. Ils doivent ramener des serpents là, vivants. Que ce soit un vipère, un crachat. En tout cas, tous les serpents doivent le ramener vivant. Et le serpent ne peut rien faire. En partant, puisqu'ils n'ont pas de lumière, il peut marcher sur un serpent. Il peut avoir des épines. L'épine ne peut pas le piquer. Le serpent ne peut pas le mordre. La suite, nous attendons une bonne trentaine. Maintenant, ils doivent tous revenir. Vous avez vu leurs chaussures là, pour montrer que ce n'est pas des gens qui vont parler, ne plus jamais revenir. Ils doivent revenir et ramener ceux qui sont allés arracher. Personne ne sait là où ils sont partis. Très loin, chacun va de son côté. Et nous attendons. Et vous avez constaté. Ils sont du village, ils connaissent les secteurs, ils connaissent les types d'arbres qu'il faut déraciner. Et ils connaissent les endroits où on peut les trouver. Donc dès qu'ils vont, ils se dirigent là-bas. Mago de bois su maradua ya kaha yon diro na wa na wo ya ho ina wa kama fa mo de ma swa ho kama fa ku mira da ko ba ma so we anu de ma ko ya fa ina wa ya
ce qu'il met sur la tête là, quand il l'enlève, vous avez vu, les gens récupèrent ça à part. Souvent, ils mettent ça pour faire d'infusion aux enfants. Ça traite certaines infections au niveau des enfants. Lorsqu'on dit qu'on veut avoir quelqu'un digne, quelqu'un de prestigieux, quelqu'un qui est bien vu au sein de la société, que ça contribue à cela. Et autre chose, les questions de peur. Quand quelqu'un est peureux, et pour moindre chose là, il a peur, il a tendance à fuir, tout ça combat tout ça. Et c'est pour cela qu'on met ça de côté. Et souvent, les mères d'enfants utilisent ça pour leurs enfants. Surtout quand on veut les préparer aussi pour ces genres d'activités traditionnelles. En réalité, il y a un petit secret là. Si vous avez bien observé, l'arbre que le type lui-même a arraché, quand il ramène ça, si vous le faites sentir l'odeur donc de la racine de l'arbre que lui-même a arraché, donc c'est comme si il revient à son état normal. C'est pour cela qu'on lui enlève d'abord ça, ce qu'il avait sur la tête, et on prend un morceau, on le fait sentir ça. Tous ceux qui sont partis là, s'ils rencontrent, eux-mêmes, ils font des prières, qu'ils puissent trouver ces serpents et ramener. Lui, donc, c'est sa chance, quoi, d'avoir trouvé les serpents. N'importe qui, là, que ce soit les petits, les grands, là, quelqu'un qui trouve le serpent là où il est en train de déraciner, il doit ramener le serpent là. Ou autre chose, il doit ramener cette chose-là, là, pour que tout le monde voit. Donc, c'est sa chance. Peut-être une autre fois, il y a un autre qui va trouver ça là où il est en train de déraciner, il va pouvoir ramener. Donc, ce n'est pas que c'est quelque chose de spécifique en tant qu'individu. Tous ceux qui ont ces produits-là et qui sont en brousse peuvent ramener le serpent vivant s'ils le trouvent. Le fait de ramener le serpent, c'est pour dire que par rapport à l'un des effets de ces produits, je vous ai dit, rien ne doit le piquer. Même le serpent, même s'il mange le serpent ne peut pas le mordre. Donc le serpent, c'est un reptile dangereux. Il est très très venimeux. Pour montrer que l'efficacité du produit qu'ils ont, c'est pour ça qu'ils le font. S'il l'a amené mort, on dit oh non, il a tué ça de là-bas. Vous voyez, c'est pour toujours donner des preuves que ce produit qu'ils ont, le serpent peut être venimeux ou pas, il est vivant, on ne peut pas le mordre. Il le prend. Ça s'enroule et le prend. Et il le laisse, et il le prend, mais n'importe qui le prend là, ça va le mordre. Donc c'est pour apporter une preuve. Pour qu'on ne dise pas qu'il est un menteur, quoi. Parce qu'on peut mettre en doute l'efficacité des produits qu'ils ont eu à prendre. Il y a au moins ça là, visible. Yemino, one thing with Maya. Maman. You go quoi? Don't go quoi. Miaka. You have nothing. Maman. But on have back. Go. L'eau là, que vous voyez dans la calebasse, ça fait partie du cérémonial. C'est jusqu'à la fin qu'on doit pouvoir terminer tout ce qui se passe là. Et à des étapes données, vous voyez, quand on veut éteindre par exemple la mèche allumée, on met ça dans l'eau là.
Ce bâtonneau avait sa manière d'éclairer sa maison, la chambre. Donc c'est notre lampe traditionnelle. Comme il est question de la tradition, c'est avec cette lampe-là à base d'argile qu'il faudrait éclairer. Et vous le savez très bien, il ne peut pas avoir d'éclairage s'il n'y a pas une mèche. Voilà pourquoi il y a le coton. Mais le coton seul, sans le beurre, ne peut pas éclairer. Et c'est le beurre de karité pur. C'est ce qui joue autrefois le rôle comment on appelle, du pétrole pour pouvoir allumer cette lampe traditionnelle. Les chanteurs, vous voyez, c'est des griots des chasseurs. Et ces griots sont des griots typiquement batombo. Parce qu'il y a plusieurs types de griots. Il y a des griots qui sont là pour flatter, pour pouvoir se tirer maximum d'avantages. Ce n'est pas le cas de ceux-là. Ces griots ne peuvent chanter les louanges d'un individu lorsqu'il pose des actes exceptionnels, lorsqu'il pose des actes dignes. Donc il ne veut pas vous chanter parce qu'il attend des gros colis ou de grosses enveloppes de votre part. Il va louer la bravoure, l'honnêteté, la franchise et surtout le respect de la tradition, être en harmonie avec les ancêtres. Voilà pourquoi, au cours des chansons, ce sont ces ancêtres-là, dans leur ordre, qu'ils sont en train d'évoquer, qu'on considère comme des modèles. On peut dire aux jeunes, ils sont là, vous avez des modèles à suivre. Vous n'avez pas le droit de dévier. Et c'est ça qui les galvanise. Et ne pas le faire, déjà, on sème dans leur conscience que déjà c'est quelque part une trahison. Ils ont failli à leur devoir. Ils ont failli à leur devoir donc, de citoyens et bâtonnons et par rapport à toutes ces questions-là. Et on ne dit pas, on ne sort pas ces paroles, ce n'est pas n'importe quelle parole qui prononce. C'est une sorte d'école. On ne prend jamais la vie pour rattraper les morts. Voilà pourquoi on dit, pourquoi dit on ne prend pas la vie pour rattraper les morts. Une fois que vous êtes mort, si vous avez commis des erreurs, vous n'avez plus la possibilité de réparer ces erreurs. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention en vivant la vie d'aujourd'hui. Parce que demain, là, on va disparaître. Mais il faut être soucieux du nom que vous allez laisser. C'est ça la psychologie du bâtonneau. Voilà tout ce qui conduit un bâtonneau, un vrai. Et évidemment, avec le monde moderne, malheureusement, on oublie ça. Poursuivons maintenant notre émission avec notre invité. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Merci, madame. Je m'appelle intellectuellement Imo Djibril. Et mon nom de trône, je suis un Gobi. Je m'appelle Yori Yerima. Je suis de la dynastie Koraru. Je suis administrateur civil. Et je suis le directeur du partenariat et des échanges à l'Office béninois du sport scolaire et universitaire à Cotonou. Voilà. Merci beaucoup. On sait que la société Bariba est hautement stratifiée. Est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les différents types de Bariba qu'on rencontre dans le Borgou? Merci, madame. La question que vous venez de poser est une question très importante dans la mesure où le vécu social dépend
de telle ou telle catégorie, mais nous sommes tous Bariba. Dans la catégorisation Bariba, nous avons les Batonou, propriétaires de terre, et les Wasangari. Et au niveau de cette catégorisation, elle va se faire ressentir au niveau du rituel, de la manière dont on inhume les morts. Les rituels, les manières, on les appelle Wururu. Donc, ces Wururu-là différencient le Bariba du Wasangari. Très bien. Et est-ce que vous pouvez nous dire, nous avons vu que dans le reportage, nous avons vu qu'il y a une pratique préparatoire, c'est-à-dire que les participants inhalent des éléments, ils imitent des bruits d'animaux. Est-ce que cette pratique préparatoire est une espèce de communion avec les dieux? Bon, la pratique de trance, d'inhalation varie d'une région Bariba à une autre. Dans le Borgou, chez nous, on parle de trance. Mais j'ai remarqué au niveau du Borgou, Alboli, Sori et Balikwara, ils ont leur manière aussi, dans ce moment qu'ils arrivent à inhaler, à prendre des choses. Puis voilà chez nous la trance, comment elle se fait. En milieu Bariba, lorsque quelqu'un décède, on ne le jette pas sur l'arbre. Ce n'est pas un oiseau. La famille se réunit, les alliés, les parents, les amis se retrouvent au cimetière pour inhumer, pour rendre le dernier hommage aux morts. Et pour le faire, cette manière de faire varie du Bariba, propriétaire de terre, qu'on appelle Batonou, de Wasangari, qui lui, il est guerrier. Il ne reste pas sur place parce qu'il est toujours en perpétuelle conquête pour agrandir son royaume, pour avoir le plus grand nombre de personnes, pour que son règne soit le plus beau et qu'il soit très puissant. Donc par rapport à ça, le Bariba propriétaire de terre, qu'on appelle Batonou, lorsqu'il veut enterrer, on cherche Gonya Koko, ça veut dire une femme. La dame Gonya Koko, les petits-fils et les petites-filles du défunt vont avec une calebasse et un petit canari au marigot à l'ouest du village où là il décède. Et arrivés dans la brousse, ils vont chercher les feuilles de karité et les feuilles de néré qu'ils vont mettre aussi bien dans la calebasse que dans le petit canari qu'on appelle wekeru. Et là, on met de l'eau et au retour, accompagné de kouroukou, donc c'est le griot qui chante, qui loue le mort, accompagné de gakou, qui joue le grand tam-tam, accompagné de gakou, de barakonkon, de barasounon. Donc ça, c'est un petit balafon qui tape. En tapant, donc là, l'esprit du mort qu'on réveille à travers ce rituel-là. Et là, on fait cette tradition-là pendant la cérémonie qu'on appelle Gogbebo. Gogbebo, ça veut dire que comme le type est mort, comme le défunt est parti, on ne fait pas la cérémonie immédiatement. On se retrouve quelques 3 jours, 4 jours pour pleurer et on chante, on donne de l'argent. On appelle ça Gogbebo. Ça, c'est les préliminaires. Maintenant, à la fin de cette période, c'est 3 ou 4 jours, 5 jours, ça dépend des moyens. On procède on fixe la nouvelle date pour faire les obsèques ou bien les Gogbebo. C'est au cours de ces Gogbebo-là qu'on procède à ces rituels que j'ai dit là. Donc, ils vont dans la brousse et au carrefour de la route, on s'arrête là et le tam-tam, le balafon, il loue. Et là, l'enfant ou bien le petit, n'importe qui, commence, celui que la tante va prendre, commence à se comporter, à parler, à faire des gestuels comme le mort. Et là, donc, lui, il est différent de nous, il est différent des autres qui sont autour, parce qu'il est en train de gesticuler. Si la dame a l'habitude de danser, elle a l'habitude de sauter, en tout cas, ces manières-là, on les retrouve exactement sur la personne sur qui l'esprit du mort là, est arrivé. On appelle ça Tera. Donc, ça veut dire que l'esprit du mort s'est réincarné sur soit la petite fille, soit le petit fils, n'importe qui. Alors là, il a une différence. Si au cours de ce rituel-là, au cours de ces jeux-là, de ces chants-là, personne n'arrive à acquérir l'esprit du mort, eh bien, les cérémonies ne se terminent pas. On retourne à la maison, on sera là. Si c'est 20 ans, là, on va toujours rester là. Sauf le jour où la transe sera ressentie sur l'un des individus du défunt. Et là, quand on revient,
on fait le reste des cérémonies, et là, on dit que le mort est revenu. Donc voilà. Donc on constate de par votre explication que les Bariba, selon la classe sociale, disposent de cérémonies funéraires différentes. Est-ce que vous pouvez nous présenter d'autres types de cérémonies qui diffèrent comme ça, qu'on soit avec des Wasangari ou avec les propriétaires terriens? Tout à l'heure, les cérémonies funéraires dont je vous ai parlé, ça c'est pour les bâtonnons. Le Wasangari est bâtonnon, mais lui, il est guerrier, il n'est pas fixe, il est comme un transhumant. Alors que le Bariba bâtonnon, là, lui, il est propriétaire de terre, il a son champ, il sacle, donc il est sédentarisé. Par rapport à ça, comme moi, je suis Wasangari, je ne peux pas adopter les mêmes rites que celui qui est sédentaire. Parce que d'un jour à l'autre, moi, je vais quitter si ça ne me plaît pas. Donc c'est comme ça, nous autres Wasangari, au lieu de parler de Gogbebo, qu'on appelle obsèque, chez nous on parle de Anana. Et Anana là, si tu es Bariba, on ne peut pas te faire cela. On fait Anana au chef du village qui est Wasangari. Parce que tous les chefs du village du Nord ne sont pas des Wasangari. Lui, s'il est Bariba, on lui fait le rituel bâtonnon. S'il est Wasangari, on lui fait Anana. Et s'il est dignitaire comme moi, quand il va mourir, on lui fait Anana. Mais il a une nuance. Au niveau de Anana, lorsque c'est un chef de village ou bien un roi qui meurt, comme si le corps est mort, on fait les cérémonies de sortie de mortier le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Et c'est la nuit du jeudi qu'on fait la veillée. Et le vendredi matin à l'aube, on commence par faire Anana. Ça veut dire quoi? On est en train de dire au revoir aux défunts. Sinon, les autres jours, là, il est avec nous. Donc, on donne des cadeaux aux griots. Si c'est un gobi comme moi, un Yérima qui est mort, au lieu de vendredi, on veille le lundi, mardi, mercredi. C'est la nuit du mercredi qu'on appelle Go Sankiru. Donc, ça veut dire que c'est cette nuit-là qu'on va faire la veillée. Et c'est le jeudi à l'aube qu'on fait, on dit au revoir aux dignitaires ou bien au Gobi qui est parti. Voilà déjà la nuance au niveau de nous, les Bariba, entre un Bariba Wasangari Yérima et un Bariba roi. Voilà. Et nous avons vu dans le reportage que la majorité des femmes qui participent à cette cérémonie le font à travers le chant. Est-ce qu'elles ont d'autres rôles ou alors ça dépend encore une fois de si on est Bariba, propriétaire terrien ou Wasangari? Voilà, c'est bienvenu. En milieu Bariba, le jour où la gogne Nyakoukou, comme elle est femme, elle peut être entourée des femmes, comme elle peut être entourée des hommes. Mais pour nous, les Wasangari, la femme ne participe pas aux cérémonies d'enterrement. La femme ne participe pas. Voilà déjà une nuance. Alors que chez les Bariba, la femme participe. Chez nous, la femme ne participe pas à nos cérémonies d'enterrement. Ça, c'est notre rituel. On ne change pas, c'est la culture. Voilà. Justement, en parlant du royaume de Niki, là, effectivement, on est dans l'actualité de la mort du roi de Niki. Comment les obsèques d'une telle personnalité à l'échelle de la communauté se déroulent? Voilà. Donc, notre Sirokora, là, on l'appelle Sinaboku. Ça, c'est le roi suprême. Il dépasse le roi de Kwandé, il dépasse le roi de Djougou, il dépasse le roi de Banukara et autres. Donc, lui, c'est le suprême de Kandi. Donc, Sinaboku, là, c'est pour cela que la Gani doit être d'abord célébrée à Niki avant d'être un festival ailleurs. La Gani, c'est à Niki. Les autres qui te disent Gani, là, c'est bon, c'est notre culture, c'est joli, mais nous, on appelle ça les festivaliers. Mais la Gani, parce que là, les roulous, là, les rituels qu'on ne peut jamais voir ailleurs, sauf à Niki. Donc, par rapport à ça, le roi Sirokora qui est décédé, c'est un roi suprême. Donc, cette cérémonie, quand il est mort, on l'a enterré le premier jour. Donc, les membres du cabinet, donc ce qu'on appelle le premier ministre, les Warakwe, les Gangous, qui sont du cabinet, et ils sont restés dans le vévaille. Ils restent là, sans porter le chapeau et autres. Ils sont là. Quand on a fini cette première phase-là, maintenant, il faut faire Anana maintenant pour transférer le trône à un autre roi. Donc, c'est le lien qu'il y a entre le Wasangari et le marabout. Avant de commencer les cérémonies, à 5h10, l'imam de la localité viendra avec son staff pour faire d'abord la prière, pour dire la prière, pour que cette cérémonie-là, grandiose, compliquée,
puisse se passer dans la paix et la quiétude. Parce que souvent, il y a des problèmes qui arrivent là. Donc l'imam, à 5h, 15h, 5h30, va procéder à sa prière pour dire vraiment Dieu, aide-nous, aide les princes, aide les dignitaires à réaliser les cérémonies grandioses en paix et dans la quiétude. Maintenant, si l'imam lui finit, c'est à ce moment que qu'on appelle Tokura. Ça, c'est le chef des griots, ça. Lui, il est le roi des griots. C'est à ce moment que vous allez voir un lampion et sa canne traditionnelle qui est devant pour dire, bon, aujourd'hui, là, cette cérémonie-là est destinée aux griots, aux guesseros, les joueurs de balafon, les kouroukou qui tiennent de là. Eux, le jour-là, ils peuvent être à côté, mais ils ne peuvent pas être dans l'arène même de notre anana, parce que ça, là, ce n'est pas pour les baribas, c'est pour nous, les Wasangari. Et le Wasangari, notre griot, nous, c'est Tokura. Et c'est Tokura qui est le roi des griots. Donc, il doit être là. C'est par lui que les cadeaux vont commencer. Et là, ceux qui veulent maintenant se faire voir pour dire qu'ils vont prétendre au prochain trône, c'est ce jour-là qu'on les remarque, à travers les manières de procéder aux cadeaux. Donc, si moi, je dis, si je sais que je ne suis pas candidat, donc je vais donner l'argent au griot, là. Maintenant, si moi, je vais être sur le corps à 3, donc je vais donner les boubous. En tout cas, je vais me faire remarquer à travers ma manière de donner les cadeaux. Là, les griots savent que celui-là, c'est un président. Plus le cadeau est prestigieux. Donc, plus le candidat est visible. Donc, à ce niveau-là, on finit. Lorsqu'on finit, on a même maintenant un taurion avec taco plat, avec massa, donc le gâteau en maïs, qu'on dépose sur le dos du taurion là. Ce bœuf-là, même s'il est animal, il est méchant comme ça le jour-là, c'est avec une petite corde qu'on l'éterne, parce qu'il ne peut rien faire le jour-là. Et les ancêtres, l'homme immobilier, c'est avec une petite corde, même le tissu là, on peut déchirer pour l'amener dans le groupe là, il ne peut pas brancher. Et maintenant, lorsque on l'a déposé sur le dos là, ça veut dire qu'on a dit à Tokura là, le roi des griots, maintenant nous, on te dit qu'on a fini. Maintenant, ils vont se disperser. Par exemple, pour moi, pour mon trône, c'est ce jour-là que nous, on s'est battus devant la tombe. Mais pour ce record-là, comme c'est plus dense, si on dit qu'on va transférer le trône ce jour-là, il y aura plus de morts que si on laissait quelques jours. Donc c'est pour cela qu'on a dit aux dignitaires et à ceux qui vont prétendre d'aller se préparer. Parce que chez nous, ils n'ont pas dit ça là ici, parce que le monde nous regarde, il nous regarde. Mais ça là, c'est un autre. Si tu ne te crois pas homme là, on ne se déclare pas candidat. Donc voilà comment se fait à Nana. C'est différent de la tradition des bâtons, mais nous sommes tous des baribas. Et donc, justement, vous avez décrit la cérémonie Anana comme des rituels traditionnels, oui. Mais aussi avec la participation de la religion musulmane à travers l'imam. Est-ce que c'est quelque chose qui est devenu maintenant d'actualité? Non, ça existait comme ça. Tu vas voir, si tu vas à Perere, ou au Kassakwegi, il a son marabout. Il lui construit une mosquée à côté de sa maison. C'est le marabout qui est chargé de te faire la vision. Pour dire que demain matin à 7h, si tu vas à l'est là, tu peux conquérir. Demain soir là, il y aura un ennemi qui viendra te voir. Fais attention. Donc le marabout est là pour nous guider. Nous tous, quand tu es dignitaire, tu dois voir ton marabout. Le roi aussi, c'est le quoi là. Quand tu vas au carrefour là, regardez un peu à l'ouest là, vous allez voir la mosquée du roi là. Ça, c'est comme ça. Tu vas aller en guerre, il faut se préparer, non? Alors que le roi ne va pas en guerre, mais il a des guerriers qui sont autour de lui pour faire la guerre. Mais il faut qu'il se prépare. Sinon, si tu te lèves comme un simple individu pour aller en guerre, ça, tu ne feras pas 2 minutes, on va te décapiter. Donc, c'est des conditions préparatoires. Donc, pour renforcer son royaume, pour monter sa puissance. Donc, c'est un jeu. C'est un jeu magique, là. On ne dit pas tout à la télé. Quelle est l'organisation politique dans la communauté Bariba? Ma question est de savoir si c'est des régimes démocratiques ou monarchiques. Donc, comme nous sommes en milieu traditionnel, la démocratie, je veux dire qu'elle est innée, elle est même dans nos différents trônes là. Mais ce n'est pas la démocratie populaire du Bénin, les élections. Pour arriver au pouvoir, lorsque tu es chef de village, tu peux plus prétendre au trône du roi. C'est parmi nous les dignitaires qu'on choisit le successeur. Pour rebondir sur ce que vous avez dit, comment est-ce que ce patrimoine culturel survit-il à la délimitation des frontières?
Bon, chez nous, il n'y a pas de délimitation de frontières, parce que c'est le moment de le dire. Le principe de l'intangibilité des frontières a été les vraies sources de problèmes des Africains actuellement. Les Bariba, nous sommes originaires du Nigeria. Et entre Gouré et Tchikandou, on nous a ciselé, on dit que vous, Bariba, là, vous êtes du Nigeria. Vous autres, Niki, et Péré, Banikola, vous êtes du Bénin. Voilà, moi, j'ai mon oncle, mon grand-papa, là, il était au Nigeria, à Bouria. Il est venu à Péré. Maintenant, vous voyez dire que moi, de ne pas aller au Nigeria, moi, j'ai double nationalité. Hein. Moi, je suis nigérien et béninois. Donc, ça veut dire que le problème des frontières, ça, c'est un problème politique, ça. Ça ne concerne pas notre tradition. Moi, je rentre au Nigeria, à Gouré, à Suyala, comme à Lissa, là, je suis Bariba, je suis fier. Je vais à Ilori, je suis Bariba. Donc, personne ne peut me contrecarrer. Maintenant, bon, je ne sais pas, vous parlez des passeports, de CEDEAO. Nous, autres, là, nous ne connaissons pas CEDEAO. Là, notre CEDEAO, Bariba, nous. Une fois qu'on me voit, on ne peut pas me demander. Moi, je vais au Nigeria avec mon costume. On sait que c'est un conservateur. Il n'y a pas de problème. Donc, sur nous, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas de frontières. En bâton, non. D'après que le roi de Yashikiro, il est à Dari, il est de Dari. Donc, il est de la dynastie Lafiaro, donc du royaume de Niki. Yashikiro, là, c'est Nigeria. Boria, là, moi, mon grand-papa est venu de Boria, c'est Nigeria. Vous voulez que moi j'aille en cachette ou bien qu'on me demande passeport pour aller à Boria, que vous demandez au roi de Yashikiro de venir au Bénin avec passeport? Non, nous ne connaissons pas ça. C'est très intéressant. Mais en même temps, la modernité aujourd'hui, parce que ces frontières issues de la colonisation nous ont imposé des régimes politiques. Et comment est-ce que la cohabitation se fait entre un royaume traditionnel fort, comme le royaume de Niki, et le pouvoir politique officiel du Bénin? Voilà, ça c'est une question très embarrassante. Pourquoi? Parce que le système politique moderne, lorsque les années 1984-85 étaient venus en puissance, je parle du néocolonialisme, parce qu'on n'est plus dans la colonisation, on avait dit de détruire nos réalités culturelles au profit de la révolution et autres. Donc même la Ghani était enchevêtrée en son temps. Maintenant, il faut faire la différence entre nous autres Béninois, issus du système colonial de direct rule, et ceux qui sont colonisés par les Anglais en direct rule. Vous allez voir, au Nigeria, à ma qualité de dignitaire, moi, je n'ai pas besoin de travailler dans l'État. Donc, je suis payé, je suis honoré à Accra. Donc, les anglophones, eux, ils ont dit, vous, Africains, là, où se trouvent vos réalités culturelles, nous, on va vous aider à les renforcer. Mais les Français ont dit, nous, là, c'est centralisé. Il faut enlever votre costume, porter veste. Quand tu portes un costume d'un coton, les enfants trouvent que tu es agrémenté gris, alors que c'est ma manière de m'habiller. Moi, je suis fier dedans. Parce qu'on a dit que c'est cravate. Quand tu portes cravate, que tu es intellectuel, que tu es vrai béninois. Alors que nous, on n'a pas besoin de ça. Moi, tous les vendredis, ça, moi, je ne peux jamais porter cravate. Mes cravates, là, c'est à Cotonou. Même si moi, je voyais là, moi, je m'habille en conservateur. C'est pour dire que les régimes politiques actuels ont fragilisé nos réalités culturelles. Donc, ce n'est pas grâce aux chercheurs comme Léon Bani-Bigou, ça veut dire que c'est la déperdition culturelle terrible. Nous sommes des déracinés. Pour la preuve que la plupart des cadres qui sont à Cotonou, qui ont quitté leur village, maîtrisent les réalités culturelles. D'abord, ils ne vont pas au village. Donc c'est à Go ici qu'on fait ici, au lieu d'aller faire l'enterrement, au lieu d'aller faire Anana, au lieu d'aller faire Go-Gwebou. Donc on s'adonne au Agor. Ça, on est ensemble. Mais il faut que chacun retourne à la source là pour s'imprégner de sa réalité. Parce que si nous avons perdu notre histoire, nous avons tout perdu. Donc le pouvoir politique sait très bien que notre tradition a de force. La preuve que quand il a un problème, quand ça chauffe là, on demande les têtes couronnées, on demande le roi d'intervenir. Et quand il parle, ça pèse. Mais le fait que sur nous, la culture n'est pas valorisée sur le plan moderne, donc c'est quand il a un problème qu'on le cherche. S'il n'a pas de problème, bon, parce que vous savez qu'il a un dignité, ça ne veut rien dire. Mais quand il a grève, les leaders d'opinion, venez asperger la situation. Bon,
C'est notre réalité culturelle. Mais moi, je dis que ce n'est pas une bonne chose. Parce que l'Afrique a ses valeurs culturelles de gouvernail. Hein. Là, la manière de diriger. Quand tu vas au royaume de Niki, nous tous là, le roi, une fois qu'on l'a choisi, ça c'est pour avoir nous tous. Ce qu'il a dit là, c'est ça que chacun suit. Tu ne peux pas. Même si tu es ministre à Cotonou là, ce que le roi a dit, ce n'a pas dit là, tu t'allies. Donc chez nous, voilà, notre démocratie là est une démocratie hiérarchisée. Donc quand le roi parle, vous êtes obligé d'obtempérer. Et justement, comment est-ce que ce patrimoine-là est-il transmis? Est-ce que ça se fait dans le cadre de la structure familiale ou il y a une autre structure qui s'occupe de ça? Non, ça dépend. Voyez, moi, je suis né, mon papa est prince, mon grand-papa est dignitaire, est gobi. Donc lui, depuis que moi je suis né là, donc je suis souvent, c'est moi qui suis son palefrenier, c'est moi qui garde son cheval. Donc ça veut dire que moi, je sais déjà que moi, je ne suis pas issu de la famille des marabouts. Je sais que moi, c'est le cheval qui fait ma valeur, c'est le cheval qui est ma 4x4, c'est le cheval qui est mon bateau. Moi, là, le cheval, ou rien. Donc, engin, vélo, là, non. Donc moi, je savais cela déjà depuis que j'étudiais. Donc, mon grand-papa, par ses manières de faire, par sa pratique, que moi, je suis en train de regarder, je vis ça. Parce qu'on ne m'apprend pas ça, je vis ça. Si on va aux cérémonies, on va ensemble. Je suis derrière le cheval, c'est moi qui le lave, c'est moi qui le nourris. Donc je sais comment ça se passe depuis 8 ans, jusqu'à sa mort. Donc maintenant, moi, le cheval, quand il voit un cheval, je sais comment le garder, je sais comment le nourrir. Donc je n'ai pas été à une école pour ça. Donc j'ai vécu cela avec mon grand-papa. Maintenant, pour le transfert du trône, lorsque le grand-papa est mort, il a un collège électoral. Donc le collège électoral, donc il a là le plus âgé, il a les chefs de village de notre dynastie qui se retrouvent pour désigner celui qui va succéder au trône. C'est pour cela que lorsque tu sais que tu es dignitaire, tu es prince, chez nous c'est la générosité, l'amour du prochain. Il faut te faire aimer, il faut aimer les autres. Parce que c'est pas là que toi-même là, on peut te faire confiance pour te léguer le trône. Sinon, à voir mon âge, il y a des oncles, il y a des grands frères, mais parce que moi j'aime ma chose. Donc mon papa vit, il dit que non, que c'est moi qui vais garder. Justement, comment arrivez-vous à concilier votre vie, votre carrière professionnelle? Vous êtes cadre dans un ministère à Cotonou et cette fonction politique à Niki, qui est à quand même plusieurs centaines de kilomètres de... C'est difficile, madame. Quand le roi est mort, on est parti aux cérémonies d'inhumation. J'ai demandé permission. Pour faire cérémonie rituelle à Nana, j'ai demandé encore permission. Bon, vous voyez, bon, qu'est-ce que je vais faire? C'est un problème très difficile. C'est pour ça que normalement, voilà qu'on n'a pas le même système colonial comme les Anglais. Normalement, nous, on ne doit plus travailler dans la fonction publique parce que c'est difficile. Bon, heureusement, l'administration nous comprend. Comme elle aussi, elle est moulue dans nos réalités. Bon, on fait avec, mais ce n'est pas facile. Et donc, est-ce que vous pensez que les autorités politico-administratives doivent accorder quand même plus d'importance aux pratiques traditionnelles? Normalement, si on respecte correctement les rois, les chefs, les dignitaires, il n'y aura pas de grève, il n'y aura pas de guerre. Jamais. Jamais. Même si nous avons du pétrole, ce n'est pas parce qu'on dit que c'est passé au Bénin, il n'y a pas de pétrole qu'il y a la guerre. Si vraiment c'est respecté. Parce que, ouais, s'il a un problème maintenant, le roi de Niki dit, moi je vous dis de faire ça là. Donc tout Niki, Père, Kandi, Banikwara, Kwandi, donc si que ce soit bon ou pas là, nous tous on se soumet. S'il y a une décision, on peut accepter, vous voyez, il est président de la République. Mais quand le roi parle là, nous on se soumet. Donc cet entretien tire à sa fin, mais nous allons vous poser notre question rituelle. Quelle est la place de la femme dans les sociétés Bariba? Dans les sociétés Bariba, d'hier, d'aujourd'hui, de demain, la femme occupe une place prépondérante. La femme occupe un choix primordial. Pourquoi? Lorsque tu es Bariba, tu es prince et que tu n'es pas marié, toi, tu n'es pas dans la catégorie des mâles. Tu n'es pas un masculin. La femme, c'est elle qui s'occupe de l'éducation des enfants et c'est la femme qui nous aide à mieux réfléchir dans nos trônes.
la femme en milieu Bariba a plus de valeur que l'homme. Lorsque dans un foyer, on crie, ayourou, on fait goudala, et qu'on dit que c'est la femme qu'on a mis au monde, si c'est une fille, vous savez que tu as 2 enfants. Parce que dans nos sociétés traditionnelles, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas le motif, ce n'est pas l'orgueil que nous observons. Lorsque quelqu'un t'a donné sa fille en mariage, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a fait. Parce que c'est la femme là qui va te donner une progéniture qui va pérenniser tes acquis culturels. Donc par rapport à ça, la belle famille est valorisée et respectée. Parce que c'est la femme qui m'a... La belle-mère, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui, on m'appelle papa. C'est la belle-mère, c'est grâce à laquelle on va dire, ah, c'est elle qui m'a donné une belle fille. Et je suis en orgueil, je suis exulté. Parce que j'ai une belle femme. Donc la femme en milieu Bariba occupe vraiment une place primordiale. Et pour avoir la femme chez nous, en milieu Bariba, ce n'est pas l'argent. Lorsque je sais que tu as une belle fille, le soir, en revenant du champ, je t'amène un fagot de bois. Après demain, je t'amène des tubercules d'igname. Après demain, c'est moi qui vais te puiser l'eau. Donc, je suis un garçon, ce n'est pas l'argent. Ah, et là, la maman là doit savoir que le monsieur là, ces actes qu'il pose là, il est en train de me réclamer indirectement quelque chose. On ne va pas se lever dans la buvette, on boit, on dit bon, on se présente. Non, 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 chez nous c'est comme ça. Et là maintenant, il va appeler mon papa pour dire bon, papa, je te donne ma fille. Mon papa il a 50 ans, 60 ans, on lui donne une fille de 15 ans, de 16 ans, de 17 ans. Donc ça veut dire qu'indirectement, il va dire bon, voilà, il a telle dame qui a promis sa fille en mariage. Maintenant, moi, je n'ai plus de force. Donc, je te la donne. Chez nous, là, on ne fait pas l'amour essai. On ne se retrouve pas d'abord pour dire non, c'est les 2 familles-là qui s'unissent. Donc, mon papa va dire, voilà la femme que la dame m'a donnée jusqu'à ma mort. Quels que soient les problèmes, on ne divorce pas. Chez nous, le mariage scellé avec ta femme, même si après on divorce là, elle est toujours ma femme. Donc, toi qui as remarié ma femme, tu me vois, tu ne fuis pas, moi, je te fléchis. Donc, chez nous, on ne divorce pas. Donc, c'est pour cela que lorsque la femme en milieu Bariba divorce avec son mari, si c'est avant, elle ne peut plus trouver de mari dans le village là. Elle est obligée d'aller à 20 ou 30 km là où l'autre ne va pas les voir. Mais s'il les voit, ça veut dire que d'un jour à l'autre, tu vas aller attendre. Chez nous, ça, c'est pas affaire de gendarmerie. Donc, c'est ma femme que tu as mariée. Donc, tant que tu me vois, tu ne peux pas fuir. Bon, moi, je vais te montrer que c'est un homme. Donc, chez nous, lorsque le mariage est scellé une fois, il n'y a pas de divorce. Mais de 2, la femme est si importante que nous, on veut en avoir beaucoup. Parce que chez nous, les maisons à étage n'ont pas de valeur, les voitures n'ont pas de valeur, les beaux-arts n'ont pas de valeur, mais ta prospérité, ta puissance se dénote à travers tes nombre de femmes et tes nombre d'enfants. Et avoir un crachat pour les nourrir. Mais aujourd'hui, bon, c'est le système monétaire. C'est celui qui a des voitures, celui qui est ministre, celui qui a la femme chez nous. C'est pour cela que les mariages sont souvent disloqués à travers. Donc, on s'élève un mariage, ce mois-là, le mois prochain, c'est divorce. Parce que ce n'est pas sur des bases solides. Donc, c'est mariage dans la buvette ou bien à la plage. Donc, nous, on ne se marie pas comme ça. Voilà. Merci beaucoup, cher invité. Nous allons mettre fin à cette discussion. Merci beaucoup pour toutes les explications que vous nous avez fournies. Et chers téléspectateurs, à tout de suite pour notre rubrique Curiosité culturelle. Alors, Adé, dis-nous, quelle curiosité découvrons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je propose de vous présenter un livre qui s'appelle « Les bas-reliefs d'Abomey, l'histoire racontée sur les murs ». Il a été publié aux éditions du Flamboyant en 1999. Qu'est-ce qui est dit dans ce livre? Alors c'est un livre qui nous amène à la rencontre des palais de la ville d'Abomey, qui était l'ancienne capitale du royaume du Dahomey chez les Fonds. Et nous nous concentrons en fait sur les dessins qui sont sculptés sur les murs des palais d'Abomey parce que nous sommes dans un contexte où il n'y avait pas de langue écrite. Et donc, c'est le roi Agadja
au XVIIIe siècle qui a choisi d'instaurer cette tradition-là. Donc, c'était au niveau de ces populations du royaume du Dahomey une envie manifeste de laisser une trace dans l'histoire, malgré que la civilisation soit typiquement orale. Exactement, c'était la volonté de laisser une trace dans l'histoire, mais aussi la volonté de transmettre un patrimoine d'un certain style de vie des sociétés et aussi des rituels. Est-ce que cet ouvrage nous permet de rentrer dans l'univers des bas-reliefs? Parce qu'on a presque tous visité les palais, le musée d'Abomey. On a tous vu ces bas-reliefs auxquels on ne comprend pas toujours grand-chose. Alors si justement ces bas-reliefs sont décryptés, parce qu'en fait nous suivons des expéditions d'occidentaux qui décryptent et qui expliquent la signification de ces bas-reliefs, ce qui nous permet aussi de mieux comprendre le règne de chaque roi. À quelle tranche d'âge ou niveau intellectuel ce livre est destiné? À tout public. C'est vraiment destiné à tout public et ça a vraiment une démarche pédagogique parce que aussi on peut retrouver des photos d'époque. Par exemple, vous avez des photos du roi Béhanzin en 1905 en Algérie ou alors encore des illustrations d'un journal célèbre de l'époque qui s'appelle Le Petit Journal. Et par exemple, vous avez des illustrations de l'arrivée des colons français au Dahomey en 1892. Où est-ce qu'on peut trouver ce livre? Alors, ce livre est disponible à la bibliothèque de l'association Mewihonto. Chers téléspectateurs, vous pouvez nous appeler au numéro de téléphone 21 31 81 33 ou vous pouvez aller sur notre site internet www.peuplenoir.org, peuple noir au pluriel, ou alors vous visitez la page Facebook de notre émission. Mais si cette émission vous a plu et que vous avez un patrimoine intéressant à partager, n'oubliez pas, notre équipe de reportage se tient à votre disposition. Appelez et nous viendrons chez vous. Au revoir, mesdames et messieurs, et merci beaucoup. À la prochaine. Sago dekwi no kwambi wi baba buda me me dekwa wono ira me baba gobo ago wazambwano ngane unanda ganya yari banadaru bombombi ugubangu nimpero wanyawe yakwae bane baba denu bombombi byagu haba oni perana me dekwa wono ira me basian